Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Et aujourd'hui, nous allons parler des super pouvoirs de nos intestins et plus exactement de notre microbiote. Un terme, c'est vrai, très à la mode en ce moment, mais savez-vous exactement ce qu'il signifie et surtout quel est son lien avec l'apparition de certaines maladies? Microbiote, muqueuse intestinale et immunité, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Vous avez régulièrement des maux de ventre, des ballonnements, des gaz odorants ou pas. Je suis désolée, cette émission ne va pas être très glamour. Ou encore vous souffrez de dépression chronique, de maladies de peau, d'allergies, de maladies auto-immunes ou encore de maladies neurodégénératives type Parkinson ou Alzheimer. Et si tout venait de vos intestins. Alors c'est vrai, le lien n'est pas forcément évident, mais grâce aux dernières avancées de la recherche dans ce domaine, nous commençons aujourd'hui à mieux comprendre l'importance d'avoir un écosystème intestinal en bonne santé. Mais déjà, comment le savoir et surtout comment le prendre en charge en cas de dysfonctionnement? Eh bien, ça, c'est justement l'une des spécialités, parmi d'autres, de mes deux invités. Maude Gabriel, bonjour. Bonjour Véronique. Alors vous êtes naturopathe et micronutritionniste à Lyon. Oui. Docteur Laurent Fogel, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de La Santé d'abord. Je rappelle que vous êtes médecin et praticien en médecine fonctionnelle. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors avant de vous faire voyager au cœur de notre microbiote et de ses nombreuses peuplades, vous allez voir qu'il y a du monde dans nos intestins, eh bien je vais vous faire voyager à Lille. Et oui, c'est aussi assez exotique. Nous sommes allés interroger quelques Français sur ce sujet. C'est un reportage de Mathieu Guillot. Les microbiotes, ce sont les bons germes qui aident justement à lutter contre toutes les infections, etc. Et qui sont toujours présents dans les intestins et que nous avons tendance à perdre petit à petit, régulièrement. Absolument pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Je sais que c'est lié à la flore intestinale, mais bon, vous dire vraiment ce que c'est... C'est bactéries dans l'intestin, l'estomac. C'est un micro-organisme déjà qui agit sur le corps humain. On s'est rendu compte qu'il y avait une incidence aussi sur, si je dis pas de bêtises, sur le moral, etc. Enfin, il y a des tests qui ont été faits. On dit un peu que c'est notre... aussi. Tout sur le la santé. sommeil, la peau. Je prends des probiotiques en cure assez régulièrement, donc c'est par période, 2-3 mois, enfin une boîte ou un flacon. Ça fait du bien plutôt que d'aller avaler des médicaments et un traitement, de soigner justement en faisant une cure de probiotiques, ça marche. Bon, c'est vrai qu'à force de parler de microbiote dans les médias, les Français commencent à savoir un peu ce que c'est. Ils ont des notions aussi sur les probiotiques. En revanche, dès qu'on rentre dans les détails, on se rend compte que c'est quand même un peu moins précis. Alors justement, à quoi ressemble notre microbiote intestinal et de quoi est-il composé, docteur Fogel, très simplement? Alors, le microbiote intestinal, c'est à peu près 100 000 milliards de bactéries, soit 10 fois plus que de cellules qui composent l'ensemble de l'organisme. Donc c'est un véritable microbiome, un organe extra-humain que nous hébergeons et qui représente à peu près 2 kg de poids. Il y a plus de bactéries que de cellules. Oui. Ce sont les bactéries qui font la loi quelque part. Exactement. Dans notre organisme. D'accord. Et le problème, c'est que ces bactéries doivent entretenir de bonnes relations entre elles. Tout à fait. Pour avoir ce qu'on appelle une eubiose, on doit avoir certaines bactéries dans des bonnes proportions. Notamment, on entend souvent parler des bifidobactéries, des lactobacilles, etc., qu'on peut retrouver dans certains yaourts ou autres. Et si on a, pour plusieurs raisons, peut-être on va le voir un peu plus tard dans le sujet, des facteurs extérieurs qui vont venir déstabiliser cette flore, eh bien on peut rentrer dans ce qu'on appelle la dysbiose, voire même candidose, on va en reparler je pense. Alors dysbiose, c'est quand il y a un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries, pour faire simple. Et une candidose, là, c'est quand il y a un champignon qui peut venir en plus proliférer, sans qu'on ait forcément... Champignon que nous hébergeons de manière habituelle, mais qui peut prendre le dessus si l'espace est laissé par les bonnes bactéries, justement. Donc on peut avoir une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre des populations bactériennes, et une candidose aussi, on peut avoir les deux en même temps. On peut aussi avoir les deux en même temps. c'est la double peine. Et alors justement, quelles sont les conséquences de ce déséquilibre des populations bactériennes au niveau intestinal? On va avoir un tas de symptômes, ce qu'on appelle souvent le côlon irritable finalement, ou syndrome de l'intestin irritable. C'est des entités finalement
où quand on va voir le gastro-entérologue, on vous fait un tas d'examens, on vous trouve rien, et puis on vous dit, bon, bah, prenez un peu de Spasfon. Ou de... Voilà, c'est le stress. Voilà, le stress. Ah ouais, ça, on l'entend souvent. À ce moment-là, en fait, on peut avoir des symptômes digestifs du style alternance de diarrhée, de constipation, de ballonnement, de douleur abdominale. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de notre muqueuse intestinale? Alors, on va avoir, il peut y avoir il va y avoir la muqueuse intestinale va être abîmée, et il va y avoir ce qu'on appelle des espaces, ce qu'on appelle un leaky gut syndrome, le syndrome d'hyperperméabilité intestinale, où finalement des espaces vont se créer dans la muqueuse et vont laisser passer des molécules, j'allais dire des antigènes, des morceaux qui peuvent être des morceaux d'aliments mal digérés, des bactéries, des toxiques. Voilà, en fait, notre intestin devient une vraie passoire. Une passoire, et qui va donc être le lieu de ce qu'on appelle une inflammation, puisque toutes ces choses qui ne sont pas censées passer vont générer des réactions immunitaires. Et cette inflammation, qui a lieu tous les jours, de façon chronique, va faire le lit plus tard des maladies chroniques auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies neurodégénératives. Donc, il y a une baisse de l'immunité également. Il peut y avoir des maladies de peau. Ça peut effectivement avoir des signes. Alors voilà, dans 80% des cas, vous avez des signes digestifs, comme on en a parlé. Et puis dans 20% des cas, vous pouvez avoir des signes extra-digestifs, comme vous venez de le dire, de l'eczéma ou de l'urticaire, des signes cutanés, des signes psychologiques, alternance par exemple de stress, d'anxiété, de dépression. Et de dépression, mais justement ça tombe bien parce que Maud Gabriel est avec nous. Maud, vous avez souffert pendant des années de dépression qui se manifestait par de l'hyperactivité, des troubles du spectre autistique, de l'anorexie, tout ça sous fond de troubles digestifs. Hein. Oui, j'ai vraiment souffert de troubles digestifs depuis l'enfance, et ce qui m'a amené à mener une alimentation un petit peu exclusive. Vraiment, j'essayais d'identifier ce qui me causait le moins de troubles. Mais après, des troubles digestifs, c'est quand même assez commun, donc c'était passé quand même inaperçu, surtout qu'au sein de ma famille, c'était un petit peu un héritage familial. Donc c'était normal, cette famille, c'était normal d'avoir de pas bien digérer, de souffrir de ballonnement, etc. Tel. Et puis, vers mes 11 ans, en fait, suite à une grosse gastro-entérite, en fait, j'ai ressenti un réel apaisement, aussi bien psychique que physique. Et en fait, c'était tellement une sensation déroutante pour moi et apaisante que c'est là que l'enfer, en fait, de l'anorexie mentale s'est enclenché, parce que j'ai souhaité faire perdurer cet état d'apaisement, et donc restriction alimentaire, et puis là c'est vraiment l'anorexie mentale avec les hospitalisations qui s'en sont suivies et toute la panoplie médicamenteuse qui allait avec. Donc les hospitalisations, c'était internement psychiatrique avec contrat de poids, et puis pas beaucoup de solutions en fait. Alors qu'en fait, tout venait de vos intestins. Mais un jour, vous décidez d'aller voir un nutritionniste. Et là, enfin, le cauchemar s'arrête. C'est effectivement après 25 années d'errance thérapeutique et de souffrance psychique. En fait, les périodes de dénutrition cumulées à toutes les médications que j'ai dû prendre pendant 25 ans, ça a fini par engendrer le fameux effet cocktail, et les douleurs chroniques, en fait, elles sont digestives chroniques, elles ont basculé elles ont pris un caractère aigu, et donc je suis allée consulter un diététicien pour recevoir des conseils alimentaires, parce que je ne digérais absolument plus rien. Et ce fameux diététicien, il m'a proposé un régime d'éviction du gluten et des laitages sur 3 mois. Et en fait, c'est en l'appliquant strictement ce régime en 5 jours, c'est vraiment mon brouillard mental qui s'est totalement évaporé. Bon, après, pour résoudre les intestins, là, j'ai dû me tourner vers la micronutrition, parce que la nutrition classique s'intéresse aux répartitions glucides, lipides, protéines. Mais la micronutrition va vraiment au-delà, en s'intéressant aux capacités d'assimilation de l'organisme, aux états inflammatoires, aux états hormonaux. Donc c'est vraiment... effectivement, on en parlera tout à l'heure de cette prise en charge de microbiote qui dysfonctionne. Et en tout cas, vous avez fait de toutes ces épreuves une force, et surtout votre profession actuelle. Je crois qu'on ne fait jamais ce métier par hasard. Il y a toujours une histoire personnelle derrière. En tout cas, vous êtes la preuve que l'on peut développer des états dépressifs ou des troubles du comportement alimentaire juste en consommant des aliments que l'on digère mal, docteur Fogel. Oui, tout à fait. Donc il y a certains aliments un petit peu aujourd'hui
à la mode, on parle beaucoup du gluten, mais finalement, il n'y a pas que cette molécule. Le gluten, il a été énormément... Alors justement, on va faire un petit focus sur le gluten, parce que c'est vrai que c'est vraiment l'aliment qui fait débat, est-ce que c'est à la mode, pas à la mode, mais le gluten, effectivement, peut être vraiment irritant pour nos intestins, sans qu'on soit allergique au gluten. Voilà, c'est une maladie particulière qu'on appelle la maladie cœliaque. Exactement, on va développer des anticorps qui vont dégrader la muqueuse intestinale, mais on peut être aussi ce qu'on appelle intolérant non cœliaque au gluten. Le cas de Maud. Voilà, probablement. Donc, et effectivement, faut savoir que le gluten a été extrêmement modifié ces dernières années. Il est passé de quelques chromosomes à plus d'une vingtaine, me semble-t-il. Pour améliorer le rendement, c'est ça? Et le rendre plus résistant? Du coup, le problème, c'est que notre intestin ne sait plus le digérer correctement et il devient toxique et il va provoquer, quand il est absorbé dans l'entérocyte, dans la cellule de l'intestin, il va générer la production d'une protéine, la zonuline, pour ne pas la citer, et cette zonuline va provoquer une ouverture des jonctions serrées entre les entérocytes, nos cellules intestinales, et donc est à l'origine du leaky gut dont je parlais tout à l'heure. Les fameux l'hyperperméabilité intestinale. Ce gluten, on le rencontre dans quel aliment essentiellement, Maud? Surtout les céréales, il y a un petit truc mnémotechnique, sabot, seigle, avoine, blé, orge. Le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, oui. Et effectivement, il y a le gluten, mais il y a aussi les produits laitiers qui peuvent être aussi irritants pour la muqueuse intestinale. Maud, vous avez arrêté les produits laitiers, je crois, aussi. Oui, c'était vraiment sur les conseils du diététicien. Après, les produits laitiers peuvent avoir une double problématique, donc provoquer des réactions adverses par rapport aux protéines du lait, et puis aussi quand il y a le problème de la lactase, donc c'est une enzyme qui permet en fait de découper le lactose, donc là c'est vraiment le sucre. Lactose qui est le sucre du lait. Tout à fait. Et donc pour la rendre assimilable, et cette enzyme, elle fonctionne plus ou moins bien. Soit elle peut être déficiente dès la naissance pour des raisons génétiques, et en vieillissant, on en synthétise un petit peu moins. Et puis quand on a un manque de lactase, les symptômes, c'est surtout des ballonnements, parce que le lactose c'est fermentescible, donc c'est pour ça que ça donne des ballonnements, puis aussi ça peut provoquer des diarrhées explosives. D'accord, donc diarrhée explosive, ballonnement après l'ingestion de produits laitiers, on peut se dire qu'il y a peut-être un problème avec la lactase, en tout cas, avec le lactose La meilleure des techniques, c'est d'essayer de faire une éviction, puis on voit si on est mieux. Ouais, tout à fait. On le voit rapidement, en fait. Et pour le gluten, oui, c'est vrai qu'on vous parliez justement du gluten qui peut être inflammatoire au niveau de la muqueuse intestinale, mais c'est vrai que dans le gluten, il y a glu, et c'est vraiment ça fait une sorte de colle au niveau de l'intestin, et ce qui va provoquer cette inflammation, avec aussi tout un tas de troubles digestifs, de ballonnements, de gaz, etc. Quelles sont les autres causes qui peuvent altérer notre écosystème intestinal? En dehors des aliments, il y a les antibiotiques, ça je pense que tout le monde en a un peu conscience aujourd'hui. Les antibiotiques vont complètement mettre à plat la flore intestinale et vont laisser la place aux mauvaises bactéries pour prendre la place et donc éventuellement provoquer une dysbiose derrière. Il peut y avoir aussi la consommation d'alcool, de toxiques, de tabac, de certains médicaments. Voilà, donc, le manque de mastication aussi, on n'en parle pas assez. Mais le manque de mastication, et le manque d'acidité chlorhydrique au niveau de l'estomac, parce que les protéines des laitages et du gluten, c'est des protéines qui sont difficiles à dégrader et qui coagulent déjà au niveau de l'estomac. Donc il faut suffisamment d'acide chlorhydrique, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'on en a trop, notamment quand ça brûle. Alors parfois, c'est justement qu'on n'en a pas assez. Tout à fait. Et là, on va vérifier ça. Thyroïde, mais on en parlera tout à l'heure. Effectivement, c'est des choses aussi à vérifier quand on souffre de troubles digestifs. Alors, les signes, on en a parlé, c'est essentiellement des gaz, des ballonnements, des gaz qui peuvent être odorants ou pas. C'est important d'en parler parce que quand ils sont odorants, effectivement, on peut se dire que là, il y a une dysbiose de putréfaction, c'est-à-dire c'est un problème de digestion des bactéries. Des protéines, pardon. Quand on a une candidose plutôt, quand c'est le champignon qui prolifère, là, quels sont les signes plus spécifiques? Des ballonnements, des ballonnements digestifs, ballonnements et puis gaz plutôt non malodorants. Mais comme le dit Maud, une fatigue chronique, des envies de sucre non rythmées dans la journée, ça peut être du matin au soir, ce qu'on appelle le brain fog, cette espèce de brouillard mental, peut être aussi des migraines.
Voilà. Et des démangeaisons aussi au niveau de l'anus. Oui. Au niveau de l'anus. Et un revêtement c'est un blanchâtre signe sur la langue. sur la langue. Et chez les femmes, des mycoses à répétition au niveau vaginal. Ça, c'est un signe aussi qui doit nous alerter et qui doit nous Un faire penser réservoir digestif. à une candidose au niveau des intestins. Est-ce qu'il existe, en dehors de ces signes cliniques, il y a aussi tous les signes extra-digestifs dont on a parlé, les maladies mentales, les problèmes de peau, l'eczéma. Il faut souvent aller voir s'il n'y a pas un problème au niveau intestinal, la fatigue, la baisse d'immunité, les allergies. Les problèmes articulaires aussi, parce que quand l'intestin est poreux, il y a des molécules inflammatoires qui justement s'accumulent au niveau des articulations. Et les personnes pensent que c'est de l'arthrose et en fait, en travaillant, en restaurant le bios digestif, on améliore bien des choses en fait. Donc là encore, ça vient de nos intestins. Est-ce qu'il existe des examens fiables pour explorer notre microbiote et pour faire un diagnostic de dysbiose, de candidose, d'hyperperméabilité intestinale, sans rentrer trop dans les détails, mais est-ce qu'on peut l'objectiver? À ce jour, il existe des tests qui ne sont pas tous validés par nos autorités scientifiques, mais qui donnent quand même une idée de ce qui se passe au niveau du microbiote, donc notamment des tests urinaires, aussi sur les selles, on peut regarder, et on peut faire aussi des tests dits d'hypersensibilité alimentaire, où on va aller regarder s'il y a des anticorps, des IgG anti-gluten, protéines de lait de vache, etc. Mais là encore, tout ça est un petit peu décrié, mais globalement, ça peut donner une idée de si le patient a une grosse hyperperméabilité intestinale. S'il réagit à beaucoup d'aliments, voilà, au niveau de ce test sanguin, on peut se dire que son intestin est une vraie passoire. Plus ou moins poreux, exactement. Et en même temps, ça donne des pistes sur peut-être je vais retirer tel ou tel aliment pendant un certain temps, je vais réparer la barrière intestinale, etc. Et effectivement, le patient se sent mieux. Et... Parce que si on continue à ingérer cet aliment, alors qu'on est en train de soigner justement son microbiote, le résultat risque de ne pas être très probant, on risque d'être en échec. Vous entretenez l'inflammation par cet aliment. Mais je ne dis pas qu'il faut l'arrêter à vie. C'est probablement des aliments que vous allez arrêter un certain temps et qu'on réintroduira petit à petit par la suite quand les choses seront rentrées dans l'ordre. D'une manière générale, ce n'est pas forcément les aliments qui posent problème, c'est justement la capacité de l'organisme de réagir par rapport à ces aliments. Alors, comment améliorer son microbiote? Je pense qu'on a bien compris l'importance d'avoir un microbiote en bon état, mais comment au quotidien cultiver ce jardin intérieur pour éviter que les mauvaises herbes viennent en gâcher l'harmonie et la sérénité? Oui, ce microbiote me rend très poète aujourd'hui. Alors, le premier conseil que je pourrais donner à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent, c'est de mastiquer. Parce que bien souvent, on mange beaucoup trop vite, on oublie de mastiquer, et la mastication fait que plus tard dans le système de la digestion, les molécules alimentaires vont être complètement dégradées. Voilà. Première chose, la mastication. Et puis ensuite, manger varié. Il ne faut surtout pas avoir des alimentations trop restrictives, genre ne manger que tel légume, telle protéine. Et varié, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien d'aliments différents, par exemple, sur une semaine? On sait ça moi, souvent, je dis à mes patients, essayez de manger pas plus que 2 fois le même repas dans la semaine. Et puis, vous ferez le lundi et le jeudi les œufs. Et puis, peut-être le mardi et le vendredi autre chose, etc. etc. Donc, il faut vraiment varier. Les légumes de saison, pas trop de fruits, parce que les fruits, c'est une source de fructose, c'est du sucre. Donc, on va donner à manger aux candidats. Donc, un fruit, pas plus par jour, me paraît amplement suffisant. Ce qu'on a oublié de dire, effectivement, c'est que le candidat, ce fameux champignon, se nourrit de sucre. Donc, vous allez avoir envie de manger du sucre. Et le problème, c'est que vous entretenez ce candidat, ce champignon. Voilà. Donc, un fruit par jour. Moi, je dis pas plus qu'un fruit par jour. Des légumes pour le reste du temps. Beaucoup de poissons gras. Donc, les 5 fruits et légumes par jour, en fait, c'est 4 légumes pour un fruit. Pour une portion de fruits. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande vivement. Et une portion de fruits, c'est quoi? C'est 2 clémentines, par exemple? C'est une barquette de framboises? Voilà. Et puis alors, à la fin du repas, pas n'importe quand dans la journée. Oui, ça, on en avait déjà parlé dans une autre émission, effectivement, pour ne pas avoir des pics de glycémie toute la journée. Alors, en prévention ou en cas de prise d'antibiotiques, certains vont également faire des cures de probiotiques sur les conseils de leur pharmacien ou de leur médecin, parce que de plus en plus de gastro-entérologues en prescrivent. Mais savez-vous déjà ce qu'est un probiotique, comment il fonctionne et sur quels critères faut-il le choisir? Notre reporter Pierre Emco est allé mener l'enquête auprès d'un pharmacien parisien et d'un chercheur de l'INRA. Regardez. Le probiotique, ce sont des médicaments qu'on apporte à l'organisme humain quand il y a une déficience dans l'organisme, que cette déficience soit due à une maladie, à un problème d'immunité ou à la prise d'antibiotiques qui modifient ce qu'on appelle la flore intestinale ou le microbiote, qui est l'ensemble des bactéries, des virus, des cellules
et des champignons qu'on a naturellement dans l'organisme et qui concourent à un bon fonctionnement de l'organisme en général. Ces probiotiques aujourd'hui sont fabriqués par l'industrie pharmaceutique et donc un laboratoire peut être intéressant dans une indication intestinale, dans du confort intestinal, dans une maladie chronique intestinale et en fonction de la qualité des études, le pharmacien sélectionne ou pas un produit. On choisit un probiotique bien sûr en fonction du nombre de milliards de probiotiques qui existent dans une gélule. Les laboratoires choisissent leurs souches aussi en fonction des études qui ont été faites dans telle ou telle indication. Et alors après, il y a un savant mélange entre l'indication et le nombre de souches qu'il doit y avoir et en quantité dans une gélule. Ce que la science nous dit, c'est que tous les probiotiques ne se valent pas. Et on sait aussi que les probiotiques ne vont pas agir de la même façon en fonction de l'individu. Ce que l'on fait ici, on séquence le microbiote intestinal d'individus sains ou d'individus malades, dans l'espoir de trouver des bactéries qui sont associées à la bonne santé ou au contraire des bactéries associées à la maladie. Donc on va, et c'est l'avenir du probiotique, avoir des probiotiques personnalisés, adaptés aux gènes, au microbiote intestinal, à l'alimentation et au mode de vie. Et la personnalisation des probiotiques pourrait être un nouvel outil thérapeutique dans des différents champs de médecine. Certaines équipes travaillent à développer des probiotiques qui vont augmenter l'efficacité de la chimiothérapie par exemple. Ouais, donc voilà, hein, la recherche progresse vraiment à grands pas dans ce domaine. Précisons quand même que ces probiotiques prescrits à des patients sous chimiothérapie, par exemple, ne sont pas en vente libre dans les pharmacies. Hein. C'est vraiment des produits très spécifiques, c'est des souches vivantes de bactéries, ça coûte cher. Et autre précision aussi, les probiotiques de façon générale viennent surtout créer un climat propice au développement des bonnes souches bactériennes que votre maman vous a transmis à la naissance. D'où l'importance que cette maman ait un bon microbiote, docteur Fogel. Oui, tout à fait. Le bébé, lorsqu'il naît, passe par la filière génitale de la maman et à ce moment-là... On prend une bonne lampée de bactéries vaginales. Voilà, qui sont les... Parce que le bébé est dans un environnement complètement stérile dans la poche amniotique pendant 9 mois et c'est en passant dans la filière génitale de la maman qu'il va rencontrer pour la première fois de son existence les bactéries qu'il va avaler et qui vont aller coloniser son intestin. Parce que son tube digestif est stérile. Tube digestif stérile, voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on avait des études qui montraient que les enfants nés par césarienne avaient des troubles digestifs, plus de maladies de l'intestin que les enfants qui étaient nés par voie génitale. Donc ça veut dire que ça peut être intéressant de donner à ces bébés nés par césarienne des probiotiques ? Parce qu'en fait, du coup, l'ensemencement de leur tube digestif se fait par la flore de la salle d'opération, des mains du chirurgien. Oui, des mains du chirurgien. Mais il y a des maternités maintenant qui prennent de la sécrétion vaginale de la maman et puis qui vont tartiner un petit peu le nez, la bouche du bébé. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc des probiotiques, ça peut être utile. Importance aussi des prébiotiques, on commence à en parler. Maud, c'est très important de nourrir cette bonne flore intestinale. Oui, et en plus, les prébiotiques nourrissent les probiotiques. Et en plus, c'est intéressant pour la sécrétion du mucus. Donc le mucus, c'est une substance en fait, qui recouvre toutes nos muqueuses et qui sert un peu de site d'ancrage aux probiotiques, aux bactéries. Alors, on les trouve où, ces prébiotiques ? Surtout dans les fibres en fait, alimentaires. Donc, on revient à l'alimentation qui doit être adaptée pour entretenir notre équilibre digestif et intestinal en particulier. Et chez la maman et chez le bébé, la mère qui allaite son bébé, c'est extrêmement important parce que dans le lait maternel, on va retrouver un sucre qui s'appelle le fucosylactose, qui va être un des éléments constitutifs de ce mucus intestinal. Et donc, c'est bon pour le bébé. D'où l'allaitement. Et si on ne l'allaite pas, la maman peut prendre en complément du fucosidlactose aussi, ça existe. Tout à fait. Qui permet en fait d'attirer les bonnes bactéries comme des boules de Noël en fait au niveau de la paroi intestinale. Exactement. Très bien. Alors, en termes de... Bon, on a déjà donné tous les conseils hygiéno-diététiques, mastiquer, c'est-à-dire avaler vraiment quand c'est une bouillie, avoir l'alimentation la plus variée possible. Mais en phytothérapie, en micronutrition, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour prendre en charge? Alors, évidemment, ça demande une consultation d'1 heure, d'1 heure et demie. C'est des prises en charge à personnaliser, mais quelles sont les plantes qui sont recommandées en général quand on a une candidose ou une dysbiose bactérienne? Non, pareil. Bon, on peut consommer donc de la berbérine, par exemple. Oui, qui est à la fois antifongique et antibactérienne. Voilà. Il y a les extraits de pépins de pamplemousse, mais bon, c'est pas très sélectif sur la dysbiose. La lysine, de l'ail, voilà, entre autres. Les huiles essentielles d'origan, enfin bon, il y a de cannelle aussi, enfin il y a un tas de choses qu'on peut prendre. Et les probiotiques et prébiotiques, vous les ajoutez systématiquement? Moi, je rajouterais que quand on
on fait un nettoyage digestif, je soutiens toujours le foie parce que ce qui est remis en circulation, c'est filtré par le foie. Et des fois, il peut y avoir justement des réactions de maltolérance. Ouais, tout à fait. Donc ça, j'associe toujours... Parce que l'idée, en fait, c'est de faire un nettoyage, d'éliminer toutes les mauvaises bactéries. De rééquilibrer plutôt. De rééquilibrer. Donc ça veut dire aussi... soutenir le foie. Soutenir le foie, avoir adapté son alimentation, bien sûr. Évidemment. Et probiotiques, vous en donnez systématiquement ou pas quand vous faites ce nettoyage? Oui. En fait, ça va aider. En fait, si vous voulez, on va détruire la mauvaise flore. Enfin, on détruit un peu tout finalement. Ouais, les bonnes on va aussi. réensemencer avec des bonnes bactéries pour qui vont prendre l'espace en fait, qui vont occuper l'espace laissé libre, et les bonnes bactéries vont pouvoir émerger à ce moment-là. Très bien. On le disait tout à l'heure aussi, c'est important de vérifier sa thyroïde parce que c'est une cause fréquente de dysbiose bactérienne ou de candidose. Quand on est en hypothyroïdie, quand tout est ralenti, on digère moins bien. Voilà, oui, donc ça c'est connu et reconnu. L'hypothyroïdie, c'est donc la thyroïde, la petite glande qui est située ici devant le cou, va produire les hormones thyroïdiennes. Et lorsque nous sommes en hypothyroïdie, eh bien, on ne sécrète pas assez de ces hormones thyroïdiennes. Or, ces hormones thyroïdiennes vont avoir un rôle important pour un tas de choses dans l'organisme, mais notamment au niveau du système digestif, vont permettre d'accélérer la vidange de l'estomac, le péristaltisme intestinal. C'est pour ça que les patients qui ont de l'hypothyroïdie vont avoir ce qu'on appelle une gastroparésie, avec des reflux, des ballonnements, de la constipation, et donc voilà. Merci à tous les deux pour cette plongée passionnante et originale au sein de notre microbiote que l'on commence à connaître de mieux en mieux grâce aux dernières avancées scientifiques. Alors pour en savoir plus sur les liens entre microbiote et maladies mentales, je vous recommande le livre de Maude Gabriel, Parle à mon ventre, ma tête est malade. J'adore ce titre, je trouve qu'il est... Il est extrêmement parlant. Aux éditions Granger, voilà, vous racontez votre histoire, ce combat que vous avez mené contre la dépression, dont la cause se trouvait tout simplement dans votre intestin. Donc un grand merci à tous les deux. Merci à tous, Véronique, en tout cas, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de La Santé d'abord. À très bientôt et prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.